belle. Oui. Tu viens dire bonjour? Oh, elle est trop mignonne. Cette vidéo sortira la semaine prochaine, cette vidéo sortira la semaine prochaine. Et oui, je suis toujours là, je traîne dans l'ombre et effectivement ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo. On m'a déjà fait la remarque, coucou Alex. Mais ne vous en faites pas, la chaîne ne s'arrête pas puisque j'ai bien prévu cette année de reprendre les vidéos à un rythme plus ou moins régulier, hein, gros guillemets. Tu as le droit de me pointer du doigt pour avoir fait des gros guillemets. Avant de commencer cette vidéo, je vais vous donner quelques petites nouvelles. Déjà, pourquoi je ne suis plus ici? Tout simplement parce que je n'ai plus le temps. Il se trouve qu'au niveau boulot, en ce moment, ça va très bien, je me plains pas, je suis même très contente, mais c'est un peu chronophage. Et comme je passe mes journées devant un écran, c'est vrai que le soir venu, j'ai pas trop le temps, la force mentale de faire des vidéos et du montage après. Mais vous inquiétez pas, je m'organise actuellement pour pouvoir justement prendre un peu plus de temps pour moi et pour relancer la chaîne. Mais en attendant les prochaines vidéos, vous pouvez me retrouver sur le blog. Et avant qu'on me pose la question, la vidéo sur Boys Love va bel et bien arriver. Je sais toujours pas quand, hein, mais il faut juste que je la retourne. Voilà. Alors niveau des lectures, où j'en suis? Je reprends petit à petit goût à la lecture, même si c'est pas encore ça et que je n'ai clairement pas retrouvé mon rythme dans longtemps, mais je voudrais vous parler de ma première lecture de janvier que j'ai dévorée en une semaine. Alors c'est pas un roman, je suis désolée, c'est plutôt un livre feel good, bons conseils, etc. C'est le livre Vivez votre vie en mieux de Margot Caput. Alors oui, il s'agit bien d'un livre d'influenceuse, oh my god, mais il se trouve que Margot Caput, j'espère que je le prononce bien, plus connue sous le nom des astuces de Margot sur YouTube, est une influenceuse, une youtubeuse que j'aime particulièrement. J'ai découvert très récemment, l'été dernier, des conseils sur le yoga, le bien-être, comment améliorer au quotidien la vie, tout simplement, m'ont fait énormément de bien, m'ont permis de réapproprier mon temps, mon organisation que j'avais laissé à l'abandon ces dernières années. Et du coup, quand j'ai appris qu'elle avait sorti un livre, je me suis dit, bah pourquoi pas. En parallèle de la découverte de sa chaîne, j'ai découvert aussi pas mal de lectures, justement feel good, de développement personnel, je viens de retrouver le nom de cette catégorie de livres, avec l'un des classiques du genre, c'est le Miracle Morning, toujours en accent anglais merveilleux, dont je vous ai parlé sur Instagram, et je vais pas m'étaler dessus, tout le monde en parle déjà énormément, mais c'est vrai que quand on veut réapprendre à reprendre pied dans sa vie, c'est un bon début. Alors, vivez votre vie en mieux, est-ce que ça vaut le coup? Concernant, c'est vrai que ça m'a fait beaucoup de bien, déjà parce que je l'ai dévoré en une semaine, comme je vous l'ai dit, et moralement déjà ça fait un bon coup de boost. Et surtout j'ai trouvé que Margot n'était pas du tout culpabilisante, comme peuvent l'être certains écrivains conseillers américains. Même si j'ai beaucoup aimé Miracle Morning, que je l'ai surligné de partout, j'ai trouvé que de temps à autre, l'auteur était très culpabilisant. Et tout au long de ma lecture, j'ai senti comme une sorte de pression, de vraiment on te pousse à faire ce qu'il te dit, à pas te poser de questions, et si tu rates, t'es un peu de merde. Ce qui n'est pas du tout le cas dans le livre de Margot. En lisant son livre, j'ai plutôt eu l'impression d'être en face d'une amie, et vraiment voulait que mon bien, me conseillait gentiment, sans me rabaisser, et toujours en me disant, si tu n'y arrives pas la première fois, voire les fois suivantes, ce n'est pas grave, fais-le à ton rythme. Message très positif, ses conseils notamment sur la détox digitale, hein, parce que me concernant, j'étais un peu accro, c'était affreux, m'ont fait énormément de bien tout au long de la semaine, ce qui fait que j'ai commencé 2020 vraiment sous les meilleurs auspices. Même actuellement, je continue de suivre ses conseils, donc ça ne fait même pas un mois, on va se calmer, mais les quelques conseils que j'ai retirés de son livre, j'ai senti que ça m'aidait, ce qui fait que plus qu'une bonne lecture, je trouve que ce livre est une bonne expérience. Pour les gens qui sont sensibles, comme moi, qui ont vite l'impression de ne pas pouvoir bien faire, c'est un bon premier pas pour l'organisation, pour apprendre à se détendre, à s'auto-détendre, on va dire, et à, voilà, la déculpabilisation. En gros, c'est extra. Et ce que je retiens surtout, c'est que la perfection n'existe pas, on le sait bien évidemment, mais ça fait énormément de bien de le lire, de l'entendre et de se l'entendre dire. Donc pour moi c'est tout bénef. On reste dans le bien-être avec un album. C'est un album chez Nobilomi, écrit par Samantha Bailly et illustré par Mona Chichi. Je l'ai découvert par le biais de boulot, mais vraiment j'étais ravie de pouvoir le lire et même de pouvoir l'avoir, parce que déjà il est très beau. Et vous me connaissez, Samantha Bailly, c'est une auteure que je suis depuis de nombreuses années et que j'étais très contente de retrouver. Il s'agit d'un album, donc l'histoire est assez courte, je dirais plus une nouvelle illustrée, donc je ne peux pas trop vous en dire évidemment, mais je vais vous en parler. L'histoire commence à Coupe-Lune, une ville en bord de mer qui est absolument magnifique, les illustrations de toute façon sont toutes magnifiques dans cet album, et cette ville a une particularité, il ne fait jamais nuit. Depuis quelques années, beaucoup d'habitants sont atteints de mélancolie, c'est la maladie de la ville, et pour parer à cette maladie, à cette tristesse qui assombrit le cœur des gens, la ville a décidé tout simplement de bannir la lune, la nuit et l'obscurité. Évidemment, vous vous en doutez, ça ne fonctionne pas trop, du coup tout est bon pour trouver le remède miracle, pour sauver les habitants et sauver l'empereur, le jeune empereur, qui est lui aussi atteint de mélancolie mais à un stade extrêmement avancé, il ne peut même plus sortir de son lit.
Et au moment où débute l'histoire, il semblerait qu'on ait enfin trouvé ce remède miracle, c'est les aurores boréales. Les aurores boréales, il y en a dans le pays de Norvif, c'est un pays hostile où peu de gens se rendent, car il serait lié à la magie, à des secrets assez sombres. Mais pour le coup, va falloir y aller, puisque les aurores boréales, on ne les trouve que là-bas. Une sorte de chasse au trésor, en tout cas de chasse à l'aurore boréale, est donc lancée dans toute la ville. De nombreux habitants vont partir à Norvif pour récolter un maximum de flouze. C'est le cas de Moon, la jeune héroïne, qui elle ne part pas en pensant au trésor, mais part en espérant trouver un remède à sa propre maladie, puisqu'elle-même est atteinte de mélancolie. J'ai beaucoup aimé cette histoire, déjà parce que visuellement c'est absolument magnifique, j'ai pris une claque artistique, j'ai pris une claque de cours de dessin on va dire, mais c'est surtout au niveau de l'histoire en elle-même, de l'écriture de Samantha Bailly, que j'ai trouvé extrêmement poétique. Ça m'a fait énormément penser à des romans d'aventure que je lisais quand j'étais môme. Alors, vous vais forcément citer Sang d'encre, puisque c'est ma référence à moi. Et bien évidemment, on pense automatiquement à Narnia, on pense au Royaume du Nord, qu'il faut que je commence. On pense à toutes ces légendes et tous ces contes où de jeunes héros bravent mille dangers pour trouver un trésor inestimable, pour trouver de la magie, pour trouver une réponse à leurs questions. Et quand cette quête se déroule dans un univers comme Norvif, qui n'est que neige, qui n'est que froid, qui n'est qu'obscurité, c'est d'autant plus puissant, autant visuellement que imaginairement parlant. Et surtout, ce qui m'a énormément touchée dans cette histoire, c'est que ça tourne autour de la maladie, la mélancolie, que personnellement j'ai lié à la dépression, forcément, hein, puisque on aime retrouver ce qu'on a vécu dans les histoires. Et j'ai trouvé que Samantha Bailly en parlait avec énormément de délicatesse, avec énormément de douceur, de bienveillance, et avec aussi énormément, je ne sais pas si c'est le terme bien approprié, mais avec énormément de véracité. Moon ou d'autres personnages parlent de cette maladie, aussi bien des causes psychologiques que des causes physiques. Je me suis évidemment retrouvée dans ce qu'ils disaient, mais il n'y a pas que dans le mauvais que je me suis reconnue, puisqu'ils parlent de la maladie, mais il parle également de la guérison, de ce qui peut mener au bien-être, de ce qui peut mener au bonheur. Et dans ces mots, j'ai vraiment ressenti une volonté de guérison, une volonté de vivre, une bouffée d'énergie extrêmement puissante, extrêmement prenante, qui fait que même si la lecture est difficile et peut raviver des souvenirs assez désagréables, c'est une lecture qui fait énormément de bien aussi à l'âme, à la tête. Et c'est une lecture qui invite au voyage aussi bien mental que géographique. Quand j'ai refermé le livre, j'avais pas juste l'impression d'avoir lu un bon petit conte sympatoche, j'ai vraiment l'impression d'avoir parcouru Norvif avec les personnages. C'est une lecture qui fatigue vraiment, mais qui nous fait énormément de bien aussi. Donc je ne peux que vous le conseiller. Voilà, c'est mon petit livre remède. Vous pouvez arrêter le bruit 5 secondes s'il vous plaît. En parlant de lecture qui tourmente, je vais à présent vous parler de ce manga, Le chat aux 7 vies de Jin Shirakawa, qui est sorti récemment aux éditions Glénat. Alors oui, visuellement c'est tout mignon, c'est tout beau, c'est très coloré, il y a plein de chats partout, mais c'est une lecture très difficile. Le chat aux 7 vies raconte l'histoire de Nanao et Machi, deux chats des rues au Japon qui sont un peu inquiets. L'hiver arrive et il y a de moins en moins de tables. Alors les tables, c'est pas une table de pique-nique, hein, ce sont tout simplement les humains, certains humains du quartier qui les nourrissent. Alors on l'apprendra plus tard, c'est une association qui s'occupe de ça, c'est pas juste des humains qui tiens, un peu de pâté. Et l'hiver venu, la bouffe vient à manquer, je vous l'ai dit. Donc Nanao et Machi sont en train de se questionner, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste dans le quartier au risque d'avoir de moins en moins de nourriture, sachant qu'il y a de plus en plus de chats? Est-ce qu'on prend le risque de faire confiance à un humain et de se faire adopter, ce qui n'est pas très bien vu du point de vue des chats des rues? Ou est-ce qu'on quitte le quartier, voire on quitte la ville? C'est le point de vue des chats, mais il y a aussi le point de vue des humains. Avec Yoshino, c'est une jeune femme qui vient d'emménager dans le quartier et qui, elle, a une peur panique des chats. Et quand elle se retrouve avec son frère chargé justement d'une table, d'une nouvelle table pour les chats du quartier, c'est un peu la panique dans sa tête. Je m'arrête là encore une fois pour le résumé, hein. Surprise, surprise. Mais pourquoi j'ai autant aimé ce manga? Déjà parce que graphiquement c'est très beau. Le style m'a énormément fait penser au style de Satoshi Kon. C'est le réalisateur de Paprika, de Tokyo Godfather, si vous en avez entendu parler. Du coup, les planches sont extrêmement délicates, extrêmement lumineuses. C'est très pur dans le style, c'est très pur dans la lecture. Mais c'est évidemment le thème principal, les chats des rues, qui m'a énormément plu. Tout simplement parce qu'on est loin de tout ce qui est chi, de tout ce qui est petit chaton tout mignon. Là, on a une vision un peu plus crue de ce qu'est la vie d'un chat des rues, qui fait qu'on a évidemment des chats qui parlent, qui font des réunions entre eux, c'est marrant, mais on a aussi les mauvais côtés de cette vie dans les rues pour les chats. Le manque de nourriture, c'est vrai, le fait que quand l'hiver arrive, ils n'ont pas tous de quoi vivre au chaud, et le fait qu'il y a aussi des tordus qui s'en prennent aux chats dans la rue, sans forcément de raison, ce qui fait qu'il y a une scène notamment dans ce premier tome qui est un peu glaçante.
Donc oui, le chat aux 7 vies, ce n'est pas pour tout le monde. Même si, je préfère vous rassurer, le chat qui vit l'expérience s'en sort. Mais quand on est très attaché aux animaux, à la cause animale, etc., c'est vrai que ça fait un peu mal au petit cœur. Mais au travers des chats, l'auteur aborde des thèmes comme le deuil, comme la solitude, comme la confiance en l'autre, que ce soit du côté des chats ou du côté des hommes. Et c'est une histoire qui m'a énormément plu dans sa manière d'aborder tous ces thèmes. Il n'y a pas de pathos. C'est tout en délicatesse, tout en finesse, tout en humour. Et c'est extrêmement tendre, extrêmement sensible. On sent qu'il y a de la douceur dans ces planches, on sent qu'il y a de l'affection pour les chats, comme lui là derrière. Et là pour le coup, bah, c'est vraiment ça. Le manga m'a donné l'impression de devoir l'apprivoiser, de devoir l'aborder doucement pour ensuite l'aimer vraiment pleinement. Oui, en cœur. Et on commence la lecture à tâtons pour finir vraiment en communion avec ce manga, avec ses chats, avec ses personnages. Et j'ai particulièrement aimé. Et coup de bol, la série n'est pas longue, il n'y a que 3 tomes, donc le tome 2 va sortir je ne sais pas quand, mais c'est une série qui risque de me faire encore pleurer et de me rendre très très gaga. C'est tout pour les lectures, mais je voudrais vous parler d'une dernière petite chose, de podcast. Je sais pas si on peut dire ça parce qu'en fait c'est des rediffusions d'émissions de radio. Je suis totalement accro depuis 2 semaines. Il s'agit de l'émission Don Delatte raconte. C'est quelque chose que j'aime beaucoup puisqu'en fait c'est un conteur d'histoire, c'est vraiment ça. Don Delatte en fait reprend des faits divers plus ou moins récents et les fait vivre en fait à la radio. Il prend la voix de tous les personnages, il explique, il raconte. Alors ce sont des faits divers extrêmement glauques, hein, on va pas se le cacher. Mais ce sont des faits divers qui ne sont pas forcément connus du grand public. En tout cas moi j'en ai découvert beaucoup. Et plus que raconter le morbide, le sanglant, Delatte aborde aussi les thèmes liés à ce fait divers, donc le contexte historique, le contexte politique parfois, et il peut interviewer par la suite des auteurs, donc des personnalités qui connaissent le sujet, ce qui fait que c'est très intéressant. Oui, il faut aimer l'histoire, il faut aimer les faits divers pas très joyeux, mais si vous vous intéressez à ça, si vous vous intéressez à tout ce qui est criminologie, ça peut être très intéressant, et vraiment ça dure entre 30 et 1 heure. Vous mettez ça en fond sonore pendant que vous faites la vaisselle, pendant que vous faites le ménage, pendant que vous conduisez, et c'est vraiment très agréable à écouter. Il est 10h20, je dois vous quitter. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt sur le blog, sur les réseaux sociaux ou sur une vidéo, sur une prochaine vidéo. On y croit. Et en attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures, de très bonnes pauses syndicales parce qu'il faut en prendre, oui. Je me parle à moi-même aussi. Et je vous dis à la prochaine. Salut!